Bonsoir, aujourd'hui 30 juin 2015, nouvelle édition du journal de la rédaction. Merci de nous rejoindre sur Téléfil 78. Voici les principaux titres. La vague de chaleur annoncée est finalement arrivée. Il a fait chaud, très chaud dans les Yvelines et cela devrait durer. Les records vont-ils tomber? Le point avec les prévisionnistes de Météo France. Dans l'actualité locale également, la colère des parents d'élèves qui persistent à Trappes. Une partie d'entre eux ne digère pas la nouvelle organisation des rythmes scolaires et la tarification qui se met en place pour septembre. Et puis, le plan local d'urbanisme intercommunal de 50 ans en Yvelines étudié par le CODESCI, le Conseil de développement, livre remarqué à vie. Ce sera tout à l'heure en plateau avec nos invités. Le préfet des Yvelines a donc activé ce mardi le niveau 3 du plan départemental de gestion de la canicule. Une attention particulière est apportée aux personnes les plus fragiles, mais il est conseillé à tous de boire régulièrement de l'eau, de s'abriter dans des lieux frais et d'éviter de pratiquer une activité physique. À noter aussi le renforcement des équipes du 15, numéro à composer en cas de malaise. Pour la suite de la période estivale, un point doit d'ailleurs être fait du comité départemental canicule, réunion prévue le 8 juillet. En attendant, certains métiers sont plus impactés que d'autres, comme la restauration. Au premier rayon de soleil, les terrasses se remplissent, mais de préférence sous les parasols. Petit micro-trottoir de ces terrasses de café, justement, pour savoir comment les Saint-Quentinois vivent ces températures avec William L. et Patrick Jacques de Dixmude qui sont allés se désaltérer. Dès qu'il y a 2-3 rayons de soleil, la terrasse est complète, les gens veulent pas aller à l'intérieur, préfèrent aller dehors. Donc, c'est un peu étouffant, c'est un peu, on s'épuise beaucoup plus vite, en fait. Je crois que 90% de ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de la salade. Voilà, énormément de carafes d'eau. On a pris une grande salade chacune, crudité, thon, saumon fumé. Bon, ça c'est peut-être pas si frais que ça, mais bon. Eau, badois, eau fraîche. En été comme hiver, je bois de l'eau 1,5 litre par jour. Donc de toute façon, la canicule ne fera rien changer. Ma voiture ayant la climatisation, tout va bien. J'ai déjà du mal quand il fait pas chaud, mais alors quand il fait très chaud, c'est encore pire. Parce que dehors, pour moi, c'est insupportable. Bon, la chaleur est bien présente et cela devrait donc durer, mais sommes-nous en train de battre des records dans notre département des Yvelines? Les réponses avec les prévisionnistes de Météo France installés à Trappes avec Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Casquettes, ombrelles et repas à l'ombre, l'Île-de-France connaît depuis cet après-midi un pic de chaleur. En cause, un anticyclone qui arrive du Sahara. Au fur et à mesure, comme cet air en remontant, il se réchauffe progressivement, vu qu'il rencontre des sols de plus en plus chauds et secs, comme il n'a pas plu depuis une bonne quinzaine de jours. Le thermomètre a ainsi tutoyé les 35 degrés aujourd'hui. Le précédent record pour cette période date de 1947, avec plus de 37 degrés. Mais le spectre de la canicule de 2003, avec des températures atteignant les 40 degrés, est toujours là. Ce qui peut être un élément aggravant, c'est que ça arrive en début de période. Parce que comme vous le savez, il y a un certain retard entre le soleil qui est à son maximum le 21 juin. L'atmosphère met un certain temps pour se réchauffer et donc les températures maximales qu'on a, c'est disons entre le 15 juillet et puis le 31 juillet. Un passage nuageux est prévu pour la journée de jeudi. Les températures devraient diminuer mais très légèrement. La fin du pic est prévue au plus tôt pour jeudi matin, 7h. Autre sujet, je vous propose de découvrir à présent cette carte réalisée à partir des données du Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation. Une carte publiée au lendemain de la barbarie survenue en Isère et qui nous apprend que 1683 individus présentant des signes de radicalisation religieuse ont été recensés, ce qui représente un triplement depuis janvier 2014. Dans le détail, 128 signalements ont été effectués en un an, uniquement sur le département des Yvelines. Les Yvelines qui figurent parmi les 6 départements les plus concernés par cette situation de la radicalisation islamiste. Le vice-président du Conseil d'État en visite au tribunal administratif de Versailles. La dernière fois, c'était en février 2013. Pour ce nouveau déplacement, Jean-Marc Sauvé est venu avec des bonnes nouvelles. Il y aura des fonctionnaires supplémentaires, de quoi soulager un tribunal administratif qui reçoit et juge plus de 9000 affaires par an. Catherine Zulato et William L. pour les images. Jean-Marc Sauvé, très bien reçu ce lundi au tribunal administratif de Versailles et pour cause, le vice-président du Conseil d'État est venu avec de bonnes nouvelles. Il a annoncé l'arrivée pour le mois de septembre de 12 magistrats pour combler les effectifs manquants. En réalité, cela correspond à 4 créations de postes sur les 32 existants. Une réponse pour désengorger ce tribunal qui traite environ 9500 affaires par an.
Il y a encore en ce moment des dossiers de l'année 2011 qui n'ont pas été jugés, des dossiers de 2012, ce sont des dossiers qui ont 3 ou 4 ans d'ancienneté et qui doivent être réglés. C'est un stock qui est encore trop lourd, mais il faut mesurer le chemin parcouru, car en 2008, ce stock était de 15 000 affaires. Il est passé de 15 000 à 9 500, ce qui représente un progrès tout à fait remarquable, et il s'agit de poursuivre et d'achever le redressement. Les délais de jugement à Versailles sont encore trop longs. Ce délai de traitement des affaires était de 15 mois il y a quelques années. Il est passé à 13 mois, mais encore trop élevé par rapport à la moyenne nationale. Parmi les affaires traitées en 2014, 40% concernaient des contentieux pour les étrangers, 14% le logement et 11% le domaine fiscal. Le nombre des affaires d'étrangers a fortement augmenté en 2014, notamment parce que je pense que les préfectures des 2 départements qui sont dans le ressort du tribunal ont pu accélérer le traitement des dossiers d'étrangers, et ceci a conduit à des décisions qui ont pu être négatives et donc à l'augmentation des recours. Il y a le contentieux du droit au logement opposable. Il y a environ 400 affaires qui ont été reçues par le tribunal. Ça n'a pas beaucoup augmenté l'an passé, mais 400 affaires, c'est quand même très important. Et puis, le contentieux des impôts a augmenté, que ce soit les impôts locaux surtout, mais aussi l'impôt sur le revenu, les taxes sur le chiffre d'affaires. Ce contentieux a beaucoup augmenté aussi au cours de l'année 2013, sans qu'on soit vraiment en mesure d'expliquer les raisons. Le tribunal administratif de Versailles est l'un des 42 tribunaux de ce type en France. Il est compétent en première instance pour juger les litiges opposant une personne privée à l'administration. Invités de ce journal, Viviane Boussier et Pierre Moïse. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes membre du CODESCI, le Conseil en développement de Saint-Quentin en Yvelines, et vous êtes en plateau pour nous parler du plan local d'urbanisme intercommunal, le PLUI. On va déjà préciser à quoi sert ce plan, ce qu'est ce plan local, en quoi c'est si important, parce que ça semble abstrait finalement pour beaucoup de monde. Eh bien, le plan local d'urbanisme intercommunal est le document d'urbanisme opérationnel qui s'applique sur le territoire et qui définit pour une période de quelques années le droit des sols et l'usage qui peut être fait des sols. Et c'est en référence à ce document que l'on fournit des permis de construire. C'est ça qui va définir le visage de Saint-Quentin en Yvelines à l'avenir, en fait, sur les différents chantiers qui vont être réalisés. Alors, vous avez apporté vos remarques, vos propositions. Comment vous avez élaboré justement votre avis qui a été rendu et qu'on va développer dans quelques instants? Oui, non, je peux peut-être justement en profiter pour préciser rappeler ce qu'est le Conseil de développement et notre façon de travailler, ce qui permettra de montrer que ça a bien un rapport pour les habitants. Donc en fait, le Conseil de développement, je pense qu'il y a 2 choses à retenir. Il se compose de représentants de la société civile de Saint-Quentin, d'une part, et d'autre part, sur notre façon de travailler, c'est qu'on a souvent une grille de lecture qui est un petit peu différente de celle qui est habituelle, et ça nous permet de raisonner dans une perspective de long terme et toujours par rapport aux habitants, à ce qu'ils veulent, et dans cette perspective. Et je pense que c'est valable pour tous les avis dont on va parler peut-être, et en particulier donc le PLUI. Comment vous avez travaillé justement pour faire ce rapport? Eh bien, pour faire ce rapport, vous distribuez la parole. Juste, ne tapez pas sur la table, parce que ça pour les téléspectateurs. Nous avons travaillé en interne et en étroite collaboration avec la procédure officielle de la communauté d'agglomération, puisque nous avons participé aux travaux préliminaires qui ont permis à l'élaboration des documents. Et ensuite, par rapport à ces éléments, et en particulier à partir du diagnostic, eh bien, nous avons réfléchi en interne, nous avons eu des réunions de travail, en ayant pour référence les documents d'aménagement pour lesquels nous avions déjà émis des avis. Par exemple, le schéma directeur d'Île-de-France, et en parallèle également le contrat de plan État-région, enfin un certain nombre de documents qui doivent intervenir dans l'élaboration du PLUI. Alors on ne va pas détailler tout l'avis que vous avez rendu. Le document complet d'ailleurs, je le précise, est disponible sur le site de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous pourrez avoir tout le détail, mais
mais juste pour s'arrêter sur certains points, déjà, est-ce qui marche aujourd'hui à Saint-Quentin-en-Yvelines? Parce qu'il y a des points positifs, vous avez émis quelques avis pour l'avenir, quelques orientations, mais aujourd'hui, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un territoire, une agglomération qui dispose de nombreux atouts. Quels sont les points forts de Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui? Je te laisse voir là. Saint-Quentin-en-Yvelines aujourd'hui est le deuxième pôle le plus important d'emploi de l'Ouest parisien. Il y a un taux d'emploi par rapport au nombre d'actifs qui est largement supérieur à tout ce que l'on peut trouver ailleurs dans la région. C'est-à-dire que Saint-Quentin-en-Yvelines est un réservoir d'emploi avec des caractéristiques d'avenir qui sont la recherche et l'innovation, en particulier au niveau des entreprises. Et ça, c'est un élément stratégique qui doit permettre à Saint-Quentin-en-Yvelines de se positionner d'une manière motrice par rapport au développement futur qu'il doit y avoir dans la région. Alors ça, c'est pour les points positifs. Saint-Quentin-en-Yvelines a des atouts et malgré tout, il y a aussi des difficultés. L'une des faiblesses, peut-être la première, c'est la disparité entre les territoires sur les différentes communes. Oui, alors justement, cela fait partie d'un autre axe de développement, de réflexion que l'on a actuellement, puisqu'on réfléchit sur, de façon très générale, l'agrandissement du territoire. Et justement, c'est un des critères pour essayer de définir quelles peuvent être les compétences futures de cet agglo, justement, comment essayer de réduire au maximum les diversités de territoire, les fractures de territoire, et c'est justement une de nos grilles de lecture dans ce sujet. Il y a un déficit aussi sur l'image, sur l'animation, il manque un cœur de ville, quelque chose de structurant, c'est ça? Il manque une véritable identité. Parce que c'est un secret pour personne. Hein. Saint-Quentin-en-Yvelines n'est pas connu ni reconnu en tant que tel. Lorsque des personnes de l'extérieur arrivent, Saint-Quentin, où est la ville de Saint-Quentin? Et sur ce point-là, il est indispensable de bien organiser une véritable identité, et cette identité, elle ne peut se montrer qu'avec un certain nombre de secteurs géographiques attractifs et des centralités attractives et un cœur de ville attractif. Parce qu'une ville a besoin d'avoir une âme, c'était un des titres d'une assemblée que nous avons fait au printemps, parce que c'est comme ça que les échanges se font entre les personnes, que la vie au quotidien se fait. Et puis il y a une concurrence aussi qui se développe, c'est celle avec le Grand Paris, le Paris-Saclay également, et il faut que Saint-Quentin-en-Yvelines trouve sa place au milieu de tout ça. Oui, alors c'est aussi un de nos axes de réflexion. Pour compléter un petit peu ce que tu as dit justement avant de passer à votre question, mais parce qu'on va être pris par le temps après, donc voilà, c'est justement dans la vie du PLUI, il y a bien comme axe directeur faire de Saint-Quentin une ville animée. Je pense que c'est une de nos demandes. Bon, et d'autre part, pour revenir à ce que vous disiez, oui, la ligne 18 et le manque d'attractivité, ça se fait sentir. Parce que pour vous, la ligne 18, justement, si je reprends le point de l'avis que vous avez pu émettre, ça va desservir uniquement la frange est de l'agglomération, et donc c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant puisque Saint-Quentin, et d'autre part, c'est aussi appelé à agrandir vers les villes de Plaisir, les Clés, etc. Donc il y a un déséquilibre là qui ne peut faire qu'agrandir justement les disparités dont vous parlez. Et nos demandes, c'est pas seulement ceci, c'est aussi peut-être une deuxième gare. Pourquoi? Donc peut-être compléter là-dessus. Tout à fait. Enfin, pour que le territoire de Saint-Quentin soit irrigué, une gare située en périphérie est largement insuffisante. Et en particulier une gare qui est complètement extérieure aux différents pôles d'attractivité qui existent aujourd'hui et qui aussi existeront demain, parce que les pôles de développement qui sont prévus sur le territoire de Saint-Quentin sont quand même situés sur l'ensemble du territoire et pas uniquement sur sa frange est. Ce qui m'amène à un autre point que j'ai relevé dans l'avis que vous avez émis. Vous soulignez que la région, l'État ne prête pas une attention à la hauteur du rôle de Saint-Quentin-en-Yvelines pour son développement. Exactement. Et c'est aussi un de nos axes de réflexion, parce que quand on réfléchit sur le territoire de Saint-Quentin, on ne se contente pas de le voir
tel qu'il est dans ces 7 communes et futures 12 communes, mais aussi trouver sa place dans une perspective plus large. Et le Codeski étant, faisant partie de la coordination francilienne des conseils de développement, a aussi comme axe de réflexion trouvé sa place de la société civile dans cette future grande agglomération et métropole. Juste très concrètement pour répondre à votre question, si on lit le contrat de plan État-région qui engage ces deux collectivités, les collectivités vis-à-vis des collectivités locales, eh bien les financements prévus pour notre territoire sont très très faibles et ne sont pas justement à la hauteur non seulement des attentes mais des besoins. L'arrivée des nouvelles communes au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça va changer quelque chose? Il y a des inquiétudes à avoir ou au contraire ça sera un bol d'air pour poursuivre le développement des logements par exemple urbanisés? Je crois qu'on répond tous les deux, ça peut être un bol d'air. Ça peut, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Voilà. C'est un vrai projet. C'est un vrai projet à construire. Et donc, avec toutes les limites et les espoirs des projets, eh bien, que ce projet corresponde aussi aux attentes des populations. Les différentes remarques, propositions que vous avez pu émettre, dans quelle mesure on peut attendre qu'elles soient finalement retenues, écoutées? Parce que vous êtes un conseil en développement. Exactement. Donc ce ne sont que des propositions, on va dire. Ce ne sont que des propositions. Que des remarques. Mais enfin, il semblerait quel écho que, ça a trouvé jusqu'à présent? Ce qu'on entend, que les élus lisent les avis, tiennent compte, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans cette réponse. On verra à l'avenir en tout cas. On verra à l'avenir, mais enfin, ils sont lus et c'est le sentiment qu'on a eu après la présentation du rapport d'activité. Les avis ont bien été justement... Ce sont des aides à la décision et après les élus prennent leurs décisions. Je crois que voilà. Si vous voulez consulter ce rapport, cet avis du Codeski et les autres aussi, sur notamment le PLUI, mais je vous disais les autres documents sur lesquels vous avez planché, c'est à consulter sur le site internet de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci à tous les deux. Merci. Nous revenons à l'actualité du jour et une nouvelle protestation des parents d'élèves de Trappes sur la suppression de l'étude après l'école et la fin de la gratuité de la tranche horaire de 15h30 à 16h30 et ce dès la rentrée prochaine. Une action a été organisée hier soir dans la mairie. Les représentants des parents d'élèves avaient invité leurs enfants à faire leurs leçons dans le hall pour manifester. Le maire de Trappes, Guy Malandin, les a ensuite reçus pour une réunion. Le reportage est signé Mickaël Elmidoro et Élodie Moine. Ce lundi soir, les parents d'élèves de Trappes et leurs enfants se sont déplacés en nombre à la mairie. Ils protestent toujours contre la suppression de l'étude après l'école et la fin de la gratuité de la tranche horaire de 15h30 à 16h30 dès la rentrée prochaine. Ça impacte tant les familles moins aisées que les familles un peu plus à l'aise et tout. Donc tout le monde est concerné. Pour renouer le dialogue après une première manifestation lors du dernier conseil municipal, le maire de la commune, Guy Malandin, a organisé une réunion avec les représentants des parents d'élèves. Objectif de cette rencontre, expliquer les mesures et surtout rassurer. Et lui a également proposé des solutions aux parents d'élèves. Concernant le temps d'études, la municipalité est en travail avec l'éducation nationale pour mettre en place un temps de révision sur le temps scolaire, ce qui permettrait de réduire le temps d'apprentissage et de travail intellectuel de l'enfant sur la journée, de faire ces révisions sur un temps où l'enfant est un petit peu moins réceptif. Je ne suis pas forte en maths, mais une demi-heure en moins, ça va être difficile de terminer un programme. Donc encore une fois, ils vont être défavorisés et leurs apprentissages ne vont pas être faits. En ce qui concerne la gratuité de la tranche horaire 15h30, 16h30, le maire affirme qu'il n'y aura pas de coût supplémentaire pour les familles à la rentrée prochaine. Et c'est le même tarif pour 3 heures que c'était pour 2 heures. Hein, et avec, en plus, on a ajouté, ce que je disais tout à l'heure, une baisse par enfant pour le deuxième enfant, le troisième enfant, pour faciliter aux gens. Une association de parents d'élèves qui se permet de jouer avec les enfants pour faire valoir ses revendications, surtout quand c'est non fondé, c'est inacceptable. Voilà. Et le deuxième point, c'est aussi inacceptable de raconter ce qui n'est pas. Il y a une délibération, il y a une note explicative, il y a une lettre du maire qui précise les choses. L'association APET et les parents d'élèves organiseront une nouvelle action ce vendredi 3 juillet. Nous changeons de commune, nous partons pour Plaisir où la ville a signé vendredi dernier un contrat pour agir en faveur du quartier du Valibou, identifié comme un quartier en géographie prioritaire dès 2014 par François Lamy, ministre de la ville, à l'époque Mélanie Poquet.
S'appuyer sur 3 piliers, lutte contre la discrimination, l'équité entre hommes et femmes et la laïcité, le quartier du Valibou fait désormais l'objet d'un contrat de ville, partenariat signé par la commune, l'État, mais aussi différentes institutions comme Pôle emploi, le rectorat de Versailles ou encore l'Opivoix. Les médiateurs vont être mis en place. La maison de la réussite éducative est là pour accompagner les familles, mais en parallèle de ça, il y a effectivement l'ANRU qui arrive aujourd'hui sur la ville de Plaisir et il doit y avoir une véritable action sur tout ce qui est habitat au niveau de la ville et du quartier. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de trouver le moyen de faire du vivre ensemble et puis de donner des moyens aussi pour qu'il y ait un respect des uns et des autres et que surtout le quartier soit reconnu comme un quartier comme un autre. Le quartier du Valibou, ce sont 1107 logements au cœur de la commune. Les 4000 habitants représentent 12,5% de la population plaisiroise. L'État apportera sa contribution à hauteur de 5,7 millions d'euros par an. C'est une politique de l'État de faire en sorte de lutter contre les discriminations et dans les quartiers qui ne vont pas très bien. Et donc le Valibou, avec son carroyage sur 200 mètres et avec les revenus médians, est sorti dans les quartiers à suivre et sur lesquels il fallait travailler. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place un travail partenarial pour d'abord faire le diagnostic du quartier, qu'on connaissait bien puisqu'il était déjà en géographie prioritaire précédemment, mais savoir ce qu'il fallait continuer à faire, avec quels axes, sur quels axes travailler. 150 actions verront le jour. Certaines ont déjà commencé, comme le lancement le 4 mars d'un conseil citoyen indépendant du conseil municipal. Le contrat de ville est signé pour une durée de 6 ans. C'est une première. La préfecture des Yvelines a ouvert ses jardins dans le cadre de la fête des sports. Une véritable garden party avec près de 150 jeunes et un seul mot d'ordre, favoriser le vivre ensemble. Mercredi dernier, les jardins de la préfecture de Versailles étaient en fête. Les jeunes du département de tous âges sont venus participer à la première grande journée des sports. Aujourd'hui, on a décidé de faire une grande fête du sport. Les années précédentes, on honorait le sport uniquement en honorant les sportifs ou les jeunes qui avaient leur BAFA. Et on s'est dit, il faut mettre un peu de vie dans tout ça. L'idée aujourd'hui, c'était de montrer un peu tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils savent faire, tout ce qu'ils sont capables de faire, parce que souvent ils le font dans leur quartier, mais ils ne sont pas vus par des gens qui fréquentent peut-être plus la préfecture. Après ses 10 ans d'engagement à la cohésion sociale et à la jeunesse, Ethel Carasso-Rothman a fait ses adieux aux jeunes et aux associations présentes. À cette occasion, des animations sportives ont été installées, un mur d'escalade, un ring de boxe ou encore une scène où se produisent de jeunes poètes et danseurs. Une journée pour honorer le sport sous toutes ses facettes. Jasmine, par exemple, est venue pour profiter de la boxe, mais aussi présenter l'association dont elle fait partie. C'est vraiment pour inciter les jeunes à faire des choses d'eux-mêmes, pour pas que, par exemple, on a des quartiers où les jeunes traînent dehors, où on fait rien, alors que là on se réunit, c'est comme une petite famille, on fait des choses sur la ville, on est présent et on montre que la jeunesse elle est importante aussi à la ville. C'est quand même impressionnant, ouais, c'est impressionnant, on ne se fait pas le milieu qu'on a l'habitude de voir, et voilà, c'est comme une grande mairie, mais c'est extrêmement beau en tout cas. Cette journée était une réussite pour le préfet qui souhaitait également inciter les jeunes à s'engager davantage pour le service civique. Le gouvernement cette année a souhaité que l'on augmente significativement le nombre de jeunes en service civique. Donc dans le département, nous sommes évidemment sur cette démarche-là. On va doubler le nombre de services civiques en 2015. Donc il y a un chargé de mission qui s'occupe de faire agréer des employeurs et on a plein de jeunes qui sont volontaires. Donc les emplois des jeunes, ça va matcher et on va avoir beaucoup de services civiques. 150 jeunes et plus de 20 associations ont tous aussi découvert pour la première fois les jardins de la préfecture et les roses si chères aux locataires de ces lieux. Des images d'une autre animation à présent pour refermer ce journal. C'est à Montigny-le-Bretonneux dans le cadre de l'opération Parole de jardinier. Plusieurs manifestations organisées autour de l'eau et au regard de la météo, c'est plutôt bienvenu. Ce week-end, le public avait rendez-vous à l'office de tourisme avec l'association Saint-Quentinoise Ville Verte. L'association intervient en milieu scolaire dans un but pédagogique. Ce samedi, donc, rencontre avec Cindy Godin qui nous explique le parcours de l'eau yvelinoise. D'où vient-elle et où va-t-elle? L'eau, elle est captée soit en nappe souterraine, soit dans le milieu naturel, par exemple d'eau vive comme des rivières. Sur l'exemple de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'eau elle est captée en profondeur dans les nappes souterraines du côté de Croissy. L'eau ensuite, elle va être envoyée dans une usine de nettoyage. En l'occurrence, pour Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est du côté de Versailles.
Donc l'eau, elle va arriver, elle va passer par tout un système de grilles qui vont retenir des plus grosses particules jusqu'aux plus petites. Elles vont passer donc dans différents bâtiments jusqu'à la dernière étape, une chloration qui permettra de stabiliser l'eau potable jusqu'à son approvisionnement en direction des ménages. Par contre, juste avant, il faut qu'elle puisse être stockée pour pouvoir être envoyée dans les ménages par l'intermédiaire d'un château d'eau. Après que l'eau soit arrivée au niveau des villes, donc immeubles, maisons, au sein de la collectivité, une fois que l'eau a été consommée et souillée, elle va se rediriger à nouveau vers une station d'épuration. En l'occurrence, sur Saint-Quentin, ça pourrait être l'une de ces usines d'épuration, comme celle d'Elancourt. L'eau va à nouveau arriver et subir différents traitements. Donc elle va resubir des phases de dégrillage. On va ajouter des bactéries également pour pouvoir neutraliser certaines substances qui seraient néfastes si on restituait l'eau en milieu naturel. Et une fois qu'elle sera passée dans tous ces différents bassins, elle sera restituée en milieu naturel. La seule chose étant, c'est que l'eau à la sortie ne sera pas potable. Voilà, donc nous on la potabilise pour nous, mais on ne la restitue pas en milieu naturel potabilisé. Voilà pour ces explications. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le 7-8 politique, dernière émission de la saison. Il sera question des régionales très largement, mais aussi de la création d'un groupe, Les Républicains, à Saint-Quentin en Yvelines. Le journal revient demain, mercredi, aux horaires habituels. Excellente soirée.